Bonjour, c'est Simon, avec une perruque, sans lunettes, sans barbe et sans obsession pour la maternité. On va causer un peu de l'actualité cinéma de ces derniers jours, avec un truc attendu mais assez flippant, un truc attendu et super génial, un truc attendu et sans surprise. On commence donc logiquement par une info que vous avez peut-être vu passer parce qu'elle a été relayée bien plus loin que le cercle un peu cinéphile. Et c'est plutôt normal parce que c'est une annonce qui est assez tonitruante. C'est le rachat par Amazon de la MGM, la Metro-Goldwyn-Mayer, le célèbre studio avec le lion qui rugit, vous connaissez. Forcément, c'est une opération qui est assez gargantuesque. On s'y était un peu préparé parce qu'il y avait des rumeurs depuis quelques semaines, mais le coût de l'opération, il en reste pas moins assez fou. On en est à 8,4 milliards de dollars, ce qui est plus de 2 fois ce que Disney avait à payer pour Lucasfilm, vous devez probablement vous en rappeler. Donc c'est énorme et ça s'inscrit dans une méga bataille qui fait rage en ce moment, surtout en ce qui concerne le streaming. C'est-à-dire qu'en gros, les gros acteurs du secteur que vous connaissez, donc Netflix, Amazon, Disney et Warner, ils emmagasinent le plus de licences parce que ça marche. Il suffit de voir Netflix qui sort des dérivés de plein de trucs, genre Jurassic Park, Fast and Furious, ou même tout ce qu'ils achètent des adaptations de comics, ou même un autre rachat récent, enfin plutôt une fusion, la fusion Warner Discovery, qui devrait donner de la force de frappe à HBO Max. Bref, c'est un peu la bataille, et acheter un studio, ça permet surtout de pouvoir utiliser son catalogue. C'est d'ailleurs ce que dit texto Mike Hopkins, qui est donc le vice-président senior d'Amazon. Dans le communiqué, il dit « La véritable valeur financière de cet accord est le trésor de la propriété intellectuelle du catalogue complet, que nous prévoyons de réinventer et de développer avec la talentueuse équipe de MGM. » Et parce que dans le cas de la MGM, le catalogue il est très fourni. Bah déjà il y a plein de classiques que vous connaissez, Rain Man, Dr. Zhivago, Poltergeist qui avait déjà eu un remake il y a quelques temps. Je les fais pas tous, la MGM c'est un studio qui a été créé en 1924 et donc c'est ultra emblématique de Hollywood en général. Il a toute une histoire derrière lui. Ensuite, il a des potentielles franchises, La Panthère Rose, Robocop, qui a aussi eu un remake récent, Rocky, qui est une marque très identifiée, les Creed sont encore assez populaires, Stargate, la série bien sûr, le Hobbit, vous allez dire c'est un peu bizarre, le Hobbit c'est terminé, c'est que un seul livre adapté, mais il faut se rappeler que Amazon prévoit une série Seigneur des Anneaux énorme avec un budget stratosphérique qui arrive dans quelques années, dans quelques mois même, on peut le dire. Et donc ça pourrait, c'est assez intéressant par rapport à ça. Ils ont aussi la série Viking, bien sûr, qui est très populaire. Bon, il y a beaucoup de trucs, il y a un énorme potentiel. Et enfin, il y a les projets qui sont déjà en production. Il y a le House of Gucci de Ridley Scott, qui est un film très attendu, avec Lady Gaga et Adam Driver, je crois. Soggy Bottom de Paul Thomas Anderson, un cinéaste qui est quand même ultra apprécié. Le Project Hail Mary avec Ryan Gosling. Bref, beaucoup de films dits à récompense. Et on sait que les plateformes de SVOD, elles veulent concurrencer Netflix sur ce créneau, parce que Netflix est très fort en la matière. On se rappelle tout de The Irishman et compagnie. Donc la MGM, c'est un très bon plan. Et enfin, il y a le gros morceau de la MGM, en ce moment et tout le temps en fait, c'est évidemment une des licences les plus rentables de la planète, c'est James Bond. Mais à ce propos, eh ben, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont déduit que du coup Mourir peut attendre, aller débarquer sur Amazon Prime, parce que c'est un film qui est attendu, il faut arrêter qu'on fasse cette blague, depuis très longtemps. Et donc, ça aurait été logique qu'il débarque sur une plateforme de SVOD, comme beaucoup de blockbusters qui devaient sortir à cette période et qui sont repoussés indéfiniment, à chaque fois il faut relancer la promo, etc. Mais je vous rassure, ça n'arrivera pas. Dans un communiqué, le studio il a précisé que le prochain James Bond y sortira en salle. Et même en règle générale, en fait, les droits sur les James Bond, c'est un beau bordel. Parce que certes, la MGM les distribue, mais en fait, c'est surtout la propriété de Eon Production, qui a été créée par Harry Saltzman et Albert R. Broccoli, qui donc avaient plus ou moins créé la franchise et qui avaient du moins gardé un contrôle sur elle au cinéma. Et en fait, c'est toujours le cas, c'est Barbara Broccoli, donc qui est la fille d'Albert Broccoli, et son demi-frère Michael J. Wilson, qui s'occupent actuellement de la saga, et ce depuis GoldenEye. Et ils ont un énorme droit de regard. Dans Variety, ils disaient récemment qu'ils étaient les gardiens du personnage, donc c'est peu probable qu'Amazon puisse court-circuiter tout ça pour en faire une sorte de grosse saga pseudo-Marvel avec 14 spin-offs. Ça me paraît un peu compliqué. D'ailleurs, le 26 mai, ils avaient déclaré texto que James Bond resterait au cinéma. Donc,
pas de problème, rien ne devrait trop bousculer pour l'instant concernant cette franchise. Une franchise qui est très rentable, qui est la plus rentable du catalogue MGM. Spectre, donc le dernier, c'est 880 millions de dollars de recettes pour 245 millions de budget. Et Skyfall, il avait carrément largement explosé le milliard à 100 millions près. C'est une énorme poule aux œufs d'or. Et donc on attend de voir ce que ça donne entre les mains d'Amazon, ça et les 18 reboots qui vont probablement lancer dans la foulée. Je vais poursuivre avec un truc vachement plus joyeux dont on n'a pas parlé depuis longtemps et qui semble venir du siècle dernier un peu, c'est le box-office français. On est très content d'en reparler, d'une part parce que c'est passionnant, et aussi parce que ça enseigne beaucoup de choses sur comment les choses fonctionnent dans la distribution, etc. Et d'autre part parce que les chiffres étaient assez attendus. Ça fait de nombreux mois que les salles étaient fermées, et il y a pas mal d'oiseaux de mauvaise augure qu'on relègue d'ailleurs parfois. Ils voyaient pas les gens revenir dans les salles. On pense que les habitudes prises pendant le confinement ou les plateformes de SVOD, elles ont profité pour exploser quoi. On pense que ces habitudes, elles seront trop fortes pour donner envie aux gens de se déplacer. On pense aussi à l'offre illégale qui est énorme maintenant parce que les studios américains, ils balancent des trucs à la fois en salle et en VOD. Le cas de Warner est assez connu. Mais ces oiseaux de mauvais augure, ils avaient tort. Il suffisait d'aller soi-même en salle le jour de la réouverture, et on y était, on peut vous le dire. Il suffisait d'y être pour constater que les gens, ils avaient hâte de retourner au cinéma. Et ça fait franchement chaud au cœur. Bon, ils avaient l'embarras du choix parce que l'offre en ce moment, elle est assez dingue en fait. C'est-à-dire que même sur les blockbusters américains qui s'épanouissent pas trop avec les 35% de jauge, le cinéma français, il a fait preuve de beaucoup de diversité avec du genre, la comédie, des drames et souvent des films de qualité. Vous pouvez retrouver toutes nos critiques sur le site qui en attestent. Donc au niveau des chiffres, ça donne quoi ? Ça donne 2 270 000 tickets vendus entre le 19 et le 25 mai, qui est quand même un sacré chiffre quand on sait que les salles, elles tournent encore à 35% de leur capacité. On va faire une petite comparaison. La semaine du 15 mai 2019, c'était 2 440 000 tickets vendus, j'ai du mal avec les gros chiffres. Et la semaine du 16 mai 2018, c'était 2 795 000 tickets. Donc c'est assez comparable. Les gens sont là. Et quels sont donc les films qui marchent ? Ça a été aussi un beau facteur parce que le premier, par exemple, c'est Adieu les cons, réalisé par Albert Dupontel, qui s'est fait une petite réputation, notamment en ramassant à peu près 3 boîtes de César, et il en a 7 en tout, je crois. Du coup, il a fait 513 607 spectateurs sur la semaine. A noter qu'en deuxième, on a un film d'animation japonais, Demon Slayer, qui fait 350 000 entrées. Et à la troisième place, c'est un film d'animation qui est américain cette fois, c'est le Tom et Jerry, que l'ami Simon a martyrisé dans sa critique d'ailleurs, avec 249 620 entrées. Donc il y a un peu de tout en fait, un peu toutes les nationalités, et ça fait bien plaisir, d'autant que cette semaine, il y a encore du beau monde qui vient d'arriver. Il y a Méandre, qui est un autre film de genre français par exemple, il y a The Phaser, qui est un énorme film à Oscar avec Anthony Hopkins, et les tout premiers chiffres, comme le fameux 9 heures des Halles, qui est loin d'être une valeur sûre, mais qui en ce moment donne un peu du baume au cœur, il laisse penser que ça risque de continuer, donc allez au ciné en fait, voilà. Et donc troisième news, et il fallait y passer, c'est les prochaines critiques du prochain Fast and Furious, qui donc lui, pour le coup, Fast and Furious, il devrait tout exploser sur son passage et faire affluer la foule en salle. Simon en a déjà parlé dans son précédent Breaking News, ça fait quand même plus d'un an que ce truc doit nous rôter à la tronche. La promo, elle reprend pour du galon, et donc des critiques, elles ont pu le voir. Je vais pas tout lire, parce qu'il y en a beaucoup, mais vous pouvez les retrouver sur notre article dédié. Pourtant, j'en ai quand même sélectionné quelques-unes qui sont, je trouve, assez révélatrices de ce que ça risque d'être. Donc je cite: Fast and Furious 9 de Lynn est comme une cure de jouvence, ce ne sont pas seulement les vapeurs qui parlent, parce que c'est un plaisir de se retrouver devant quelque chose de lourd et de bruyant. Le film est un retour au principe, et s'il dérape vers la bêtise pure, bien sûr, presque irrémédiablement, à un moment donné, il a au moins une ligne de conduite. Donc ça, c'est la critique de Empire, qui traite souvent des gros blockbusters. Je continue. Glorieusement ridicule et résolument mélodramatique, F9 est alimenté par sa propre énergie loufoque, offrant des séquences de poursuite comiquement grandioses et un fanservice éhonté, tout cela au nom de la volonté de faire passer un bon moment au bon public. Aussi rapide et furieux que soit F9, il ne peut échapper à l'impression que ces films perdent de leur fraîcheur, ça c'est Screen Daily. Je continue. Les enjeux sont de plus en plus élevés et les cascades de plus en plus absurdes à chaque épisode, mais même si l'histoire s'est transformée en une sorte de feuilleton à grand spectacle, comme le suggère le titre de la série, on a toujours l'impression que ces spectacles bien bourrins s'étendaient exagérément d'une manière qui leur permettait également de tourner autour de l'essence même des personnages. C'est incroyablement profond ça, et c'est IndieWire.
Vous l'avez compris, Fast and Furious 9 n'a pas réinventé l'eau chaude, loin de là, et bon, c'était assez attendu, hein. C'est pas demain que Fast and Furious va mieux ou moins bien soigner ses scènes d'action, qui sont en général parfois amusantes, mais toujours méga numériques, peu importe le nombre de bagnoles qui explosent pendant le tournage. Bon, je parle même pas du scénario, hein, la famille, tout ça, on connaît, d'autant que c'est réalisé par Justin Lin, qui connaît très bien la franchise, parce qu'il en a fait plusieurs, dont le meilleur, donc le plus débile, le 5, oui, je défends ce point de vue. Je vous conseille d'ailleurs le podcast Discordia qui parle de la saga. C'est François Acco qui anime, il compare la saga parfois au cinéma de Bollywood d'action, avec cette idée d'une sorte de surenchère sans filet, un cahier des charges qui est à la fois strict et en fait complètement délirant, très rigolo. Et en fait, il a pas tort. Et donc, c'est tout à fait ce que semble être ce 9e opus, qui débarque donc en France le 14 juillet 2021, si tout va bien. Je conclue avec la reco de Jabo. Bon, il n'y a pas de jingle, tant pis. Je vais donc carrément vous recommander Mop, qui est l'exclu Shadows. Donc Shadows, ce service de SVOD un peu spécifié dans le cinéma de genre, de fantastique, d'horreur, ce mois-ci, qui sort d'ailleurs aux côtés d'un autre inédit qui est Scare Me avec Aya Cash. Mop, c'est un film qu'on avait découvert en festival et qui m'avait franchement marqué. Je suis donc vachement content de le voir arriver en France. Mob, dans le jargon du porno, c'est le mec qui passe la serpillère. Donc je vous fais pas un dessin, c'est un peu le nulos, le mec qui veut devenir un gros hardeur, mais il reste dans l'ombre. Et c'est ce type de personnage que met en scène Mop, des mecs qui veulent percer dans le porno. Et donc c'est une sorte de plongée dans l'univers de la pornographie qui est très glauque, même si parfois ils le vendent un peu comme une comédie dans la promo. Vous allez voir, la scène d'intro, elle est très claire, vite sur ce qu'on va voir, et c'est un moyen d'ausculter un peu cette quête de l'image et du sexe que la société américaine, elle vend comme une sorte de but ultime. Mais en fait, c'est très sale, très triste, et c'est, je trouve, un pur film extrêmement audacieux. C'est très crasse-pec dans la mise en scène, dans son interprétation. C'est une vraie descente aux enfers qui pique. Donc si vous aimez le cinéma qui agresse un peu, allez-y, parce que c'est très audacieux. Voilà, c'était la fin de mon Breaking News. J'espère que vous n'avez pas été trop dépaysé par l'absence de barbe et des lunettes de Simon. J'espère que vous allez bien aussi en ce moment, tout simplement, que vous retournez au cinéma et que vous y prenez du plaisir. N'hésitez pas à aller sur le site pour retrouver les versions écrites de toutes ces news, hein, et d'autres news, parce qu'on en fait plein. Il y a plein de trucs intéressants en ce moment. Vous pouvez aussi vous abonner sur le site à la formule premium pour avoir plein d'articles en plus qu'on met beaucoup de cœur à faire. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, au prochain article, et salut! Stop.